Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. Et aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial puisque en fait, je n'ai pas vraiment d'épisode. Donc pas de nouvel épisode, on va dire pas de nouveau gros contenu à vous proposer ce mois-ci, mais je voulais pas vous laisser à l'abandon. Et je vous propose donc ce petit hors-série. Un hors-série dans lequel je vais venir débriefer du Lyon Beer Festival, puisque j'y ai assisté pendant les 2 jours, d'un point de vue aussi bien visiteur, même si pas tant que ça, mais surtout exposant. Faire un petit retour, parce que ça reste, je pense, l'événement brassicole majeur en France, si on parle vraiment de la craft uniquement. Et avant tout ça, je vais quand même vous tenir un petit peu informé de l'actualité de Sirotons le houblon, puisque en 2024, c'est quand même pas mal de choses qui ont évolué. Donc voilà, on va grosso modo parler du Lyon Beer Festival, mais avant tout, en avant-première, un petit teasing, on parle un peu de Sirotons le houblon. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus ? Eh bien, que depuis début 2024, j'ai mené un changement assez important pour Sirotons le houblon. Alors, un changement qui n'impactera pas réellement le compte Instagram et le podcast, ou pas directement en tout cas, mais j'ai pour but de professionnaliser mon activité. Alors bien sûr, je reste sur une activité secondaire, puisque je suis toujours, comme vous le savez probablement, employé chez VNB à la centrale d'achat où je m'occupe des achats des bières craft. Mais le podcast et le compte Instagram ont toujours été pour moi une passion. Mine de rien, c'est une passion qui coûte un petit peu d'argent. Donc, à moi de vouloir le rentabiliser, peut-être pas, mais au moins de pouvoir couvrir les frais comme coûte le podcast avec cette professionnalisation. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Eh ben, c'est tout simplement de proposer de manière plus concrète, carrée et organiser des services d'influence comme je pouvais déjà le faire sur Instagram, avoir des publications, on va dire des contenus sponsorisés. Ça c'est toujours fait quand des brasseries nous envoient des bières, ainsi de suite. Donc voilà, c'est quelque chose que je structure un petit peu. Ça va passer par Instagram, par le podcast aussi, sur lequel je vais pouvoir potentiellement avoir des sponsors. Donc ça sera à la demande de partenaires et en fonction des épisodes. Ça sera pas toujours le cas. Et quand je parle de sponsors, ça pourrait être soit un épisode sponsorisé, donc une marque, une brasserie me demande de faire un épisode, soit sur eux, soit sur une thématique, ou alors tout simplement un pré-roll, c'est-à-dire un petit jingle en début d'épisode pour présenter le sponsor. Voilà. En tout cas, rien de bien intrusif, et quand on parle d'un épisode sponsorisé, je dirais toujours dans la direction de l'auditeur, c'est-à-dire de faire des épisodes qui ont quelque chose à raconter. Juste ne pas faire un épisode pour du blabla. De toute façon, c'est intéressant pour personne, même pour le sponsor. Si son épisode ne raconte rien et qu'il ne fait pas d'audience, bon, il aura payé une prestation pour rien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de proposer des services aux professionnels du milieu, notamment aux brasseries, puisque j'ai quand même une expérience grâce à ma partie professionnelle en image de marque, de gamme et ainsi de suite sur une brasserie, parce que, alors oui, je vous ai dit que je travaillais chez VNB en tant qu'acheteur, mais je travaille aussi du coup pour la brasserie du groupe VNB, qui est la brasserie Monthardy, pour laquelle je fais toute la stratégie de gamme, le marketing, et ainsi de suite. Donc c'est ces compétences-là que je veux apporter à des professionnels qui pourraient vouloir, je sais pas, structurer leur gamme, mieux l'adapter au marché. Voilà, ça c'est des services que je vais pouvoir aussi apporter. Et enfin, il y a un dernier volet plus local dans ce que je propose en service, c'est, donc quand je dis plus local, c'est sur la région angevine, puisque je suis sur Angers, c'est de faire des animations d'ateliers découvertes, dégustations de bière craft, ou des thématiques, les IPA, les bières noires, et ainsi de suite, que ce soit pour des particuliers ou aussi pour des professionnels, en entreprise, ou animer ça dans une cave, dans un bar, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça est résumé sur mon site internet, où j'ai fait une page qui parle de tout ça. Et voilà, ça c'est pour vous tenir au courant. Vous, si vous êtes un auditeur professionnel et intéressé par ces services-là, il y a toutes les informations pour me contacter sur mon site internet ou mon Instagram. Et voilà, ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. Donc là, on est sur l'épisode du mois de mai, donc l'épisode bonus, puisqu'il n'y a pas de thématique particulière, comme je vous le disais. Le dernier épisode de la saison 5 sera très probablement l'épisode du mois de juin, donc le prochain épisode, et qui ne sera pas un rencontre avec, on sera sur un format un peu différent comme j'ai déjà pu le faire par le passé, c'est-à-dire un podcast avec une thématique. Je vais pas vous en dire plus maintenant, mais j'ai enregistré ça avec un collègue qui travaille sur un autre univers produit, avec une autre personne qui a déjà aussi participé à certains podcasts, et on va parler de bière, mais pas que. Ça va être très cool, je pense, j'ai préparé quelque chose d'assez sympa.
Donc ensuite, il y aura un petit break estival, et j'aurai pour objectif de revenir à la rentrée en septembre pour la saison 6. Une saison dans laquelle j'ai envie de me donner un objectif de repasser un épisode toutes les 2 semaines et plus un épisode par mois. Alors c'est un objectif qui est quand même un peu tendu, mais il faut que je m'y tienne. J'ai envie de m'y tenir. Et donc pour ça, je vais essayer d'alterner les épisodes, on verra en format, ce que j'appellerais long, ce que je fais actuellement, donc les rencontres avec, ou les épisodes comme je vais pouvoir vous proposer pour le mois prochain, et de les alterner une semaine sur 2 avec un épisode court sur un nouveau format. Alors, je suis encore en train d'essayer de le travailler, mais c'est un format en duo qui ne nécessitera pas pour moi de devoir me déplacer chez mon invité ou quoi que ce soit, et donc toujours en duo avec la même personne. Le but étant de créer une sorte de petit duo qui reviendra tous les mois réagir sur un sujet de la craft. Alors ça pourrait être une actualité ou un sujet plus global. Le but étant d'arriver avec 2 points de vue assez différents, ou au moins d'essayer d'apporter différentes opinions, sachant que j'enregistrerai avec un passionné de bière, mais qui n'est pas un professionnel du milieu, et qui est moi, mais à moi de mon côté qui pourra apporter un avis et un point de vue un peu plus professionnel, et peut-être apporter des subtilités, des contre-arguments, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est une idée qui est en cours de germage, on va dire, dans ma tête, et j'espère pouvoir vous le proposer donc sur cette saison 6, pour que vous ayez un petit peu plus de contenu à vous mettre sous la dent, et que vous n'ayez pas qu'un épisode tous les mois. Donc ça, c'est pour la saison 6. Pour le moment, je ne sais pas encore comment elle va commencer. Je n'ai rien dans les soutes niveau enregistrement. Je vais essayer de mettre ça en place, de profiter du break estival pour aller faire 2-3 enregistrements. J'ai 2-3 idées d'épisodes dans la tête. Je vais pas vous en parler tout de suite, parce que j'ai pas envie de trop spoiler au cas où ça se ferait pas. Mais évidemment, des rencontres avec. Notamment s'il y en a un qui se fait, ça peut être très très cool, parce qu'on est sur une brasserie avec une grosse notoriété. Un deuxième rencontre avec, potentiellement en fonction des disponibilités de chacun, parce que ça sera sur la route de mes vacances, donc voilà, on verra. Et enfin, j'ai aussi une idée d'un épisode un peu différent, un peu reportage, sur un sujet qui touche à la bière, mais pas trop, pas que, on va dire. Donc voilà, là tout ça, c'est des petites pièces que je vous donne comme ça, on en reparlera plus tard. Donc comme je vous disais, moi j'aime bien enregistrer quand je fais mes rencontres avec, directement avec les personnes dans les brasseries. C'est pour ça que là ce mois-ci j'ai rien à me mettre sous la dent. Malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'aller me déplacer dans une brasserie. Pourquoi? Par manque de temps évidemment, parce que ça me prend du temps, mais également par manque de moyens. Donc c'est exactement pour ça que je vous disais que je mets en place cette nouvelle façon de fonctionner sur Siroton le Houblon, de proposer des services et des prestations à des professionnels, le but étant d'engranger un petit peu d'argent. Donc quand je dis que je me suis professionnalisé, c'est aussi que maintenant Siroton le Houblon est une auto-entreprise, je fais plus ça par-dessus l'épaule, on va dire. Tout ce que je vais gagner sur cette auto-entreprise, le but étant de le réinjecter dans le podcast, aussi bien sur l'hébergement, les outils que j'utilise, le matériel, mais aussi les déplacements. Et c'est pour ça que je vais essayer, parce que quand je dis les déplacements, mais bien sûr il y a les frais d'essence ou de transport en commun, de train et ainsi de suite, mais également potentiellement de logement. Il faut pas oublier que aussi pour moi c'est une journée de congé sur mon activité professionnelle, donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, le but c'est aussi pour moi de financer ce podcast, mes déplacements et ainsi de suite, et du coup de ne plus être dépendant des auditeurs, comme j'ai essayé de l'être jusqu'à maintenant. Je remercie grandement tous ceux qui ont donné régulièrement, vous êtes plusieurs, je pense à Vincent, à Robin, et plusieurs autres qui donnaient sous des pseudos et dont je ne connais pas les prénoms. Vous avez été toujours généreux, vous l'êtes encore pour certains. Malheureusement, c'est des revenus qui restent assez modestes et qui ne me permettent pas de tout financer. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 12 € par mois d'abonnement pour les outils créatifs, 8 € d'hébergement pour le podcast. Je vais avoir un outil qui me sert pour, pareil, que vous ayez un son bien plus audible, on va dire, sans être pro non plus. Le but, c'est pas de faire un son radio, mais que vous ayez quelque chose d'audible, toujours avec un bon niveau, bien équilibré. Ça, je passe par un outil qui me coûte un abonnement mensuel, enfin pas un abonnement mensuel, mais qui me coûte un tarif à l'heure de traitement. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui coûtent un peu d'argent. Donc, merci quand même à tous ceux qui m'ont donné jusque-là et qui continueront à le faire. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez quand même envie de soutenir le podcast, vous retrouverez dans la description de cet épisode ou dans ma bio Insta les liens vers Patreon ou Ko-fi pour faire des petits dons. Sachant que sur Patreon, il y a des petites contreparties. Voilà. Concernant le podcast, encore une fois, je reviens sur un point que j'essaye de citer régulièrement dans les épisodes, mais n'hésitez pas, quand vous avez l'occasion,
de venir mettre un petit commentaire et 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou Deezer, Deezer, je crois pas qu'on puisse mettre encore, mais Apple Podcast ou Spotify, qui sont des plateformes qui permettent à la fois de commenter et de noter. Vous êtes sur Podcast Addicts, vous pouvez aussi mettre des notes. N'hésitez pas, c'est toujours très très important pour le référencement, et nous, ça nous fait plaisir de voir vos retours. Et en plus, je dis nous, mais parce que je suis un peu schizophrène dans ma tête, mais je suis tout seul derrière ce podcast, encore une fois, donc ça me fait grandement plaisir. Et pareil, vous pouvez venir sur Instagram, petit message privé, un petit retour, ça fait toujours super plaisir. J'adore avoir vos retours, qu'ils soient positifs, mais aussi un peu plus, on va pas dire négatifs, mais un peu moins, un peu plus construits avec de la critique. Moi, je suis toujours preneur. Et voilà, ça fait quand même 10 minutes que je parle sur cette intro. On va passer au Lyon Beer Festival, parce que c'est quand même le sujet que je voulais aborder dans ce petit épisode bonus. Alors, le Lyon Beer Festival, comme son nom est un festival qui se tient à Lyon et qui parle de bière, jusqu'à là, sans grande surprise, il est, si je dis pas de bêtises, co-organisé entre, je crois que c'est une agence de communication qui s'appelle, j'ai pas envie de dire de conneries, Petit Bulletin, je crois, et Biéronomie. Ah non, excusez-moi, les organisateurs sont Tintamarre, pardon, c'est Tintamarre, l'agence de communication, et Biéronomie, mais aussi Wheel of Craft, qui est l'association qui fait la promotion de la bière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc tous les ans organise cet événement, ce festival, qui jusqu'à maintenant se tenait à Lyon, en plein Lyon, à Confluence, au sud de Confluence, à la Sucrière, un lieu qui a été abandonné cette année pour cette 7e édition, puisque maintenant le festival se joue, on va dire, en proximité de Lyon, à Villeurbanne, dans un lieu qui s'appelle le Double Mixte. On reviendra dessus un peu après, mais pourquoi le changement et qu'est-ce que ça a apporté. Donc voilà. 7e édition, on est sur un festival qui est quand même assez costaud, puisque le Lyon Beer Festival fait venir beaucoup de monde. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que alors c'est sur 2 jours, samedi et dimanche, et il me semble que c'est dans l'ordre de 12 000 ou entre 12 et... allez, on va dire une fourchette large entre 10 et 15 000 visiteurs. Je pense qu'on est autour des 12 000. Surtout concentré sur le samedi, la journée de dimanche est beaucoup plus calme. Donc voilà. Un festival important et avec beaucoup d'exposants, puisqu'on est sur une grosse centaine de stands, 110 stands, 110 stands de boissons. Donc sur ces 110 stands, on va avoir peut-être 105 stands de bière et un peu de sans-alcool, de kombucha, ce genre de choses. Avec une programmation qui est souvent assez éclectique et très bien répartie, avec des brasseries qui sont plutôt d'échelle régionale, des brasseries nationales, donc françaises, et des brasseries internationales avec toujours des beaux petits noms sympas. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que vous pouvez retrouver cette année en brasserie internationale, il y a des grands classiques qu'on retrouve assez régulièrement, comme Morslottel, Basqueland, Gross, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, l'APZ, qui est une brasserie suisse qui est régulièrement là et que vous avez déjà pu entendre dans un épisode. Mais vous avez aussi, par exemple, cette année eu des brasseries japonaises comme Uchu Brewing. Il y a eu des Américains avec Three-Sons et Tripping Animals. Il y avait qui d'autre? Il y avait Brewski qui est venu. Il y avait des Suisses de Hoppy People. Il y avait Poyala. Donc voilà, il y a de quoi faire en brasserie internationale. Et bien sûr, en brasserie nationale, on va retrouver les grands noms, mais aussi des brasseries, du coup, comme je disais, locales, plus petites, avec des belles petites découvertes. Donc je vais revenir dessus aussi ensuite. Maintenant, je vais juste reparler des lieux. Je vous disais avant, le Lyon Beer Festival était à la Sucrière. Un lieu qui est assez difficile à décrire. En gros, on avait un énorme espace au rez-de-chaussée, un espace plat avec pas mal de stands. Puis après, on montait d'un étage, et à l'étage, on n'était pas sur un deuxième étage réellement, on était sur une mezzanine qui était circulaire, qui faisait le tour. Et donc, les brasseries étaient en haut, tout autour de cette mezzanine, un endroit où il y avait quand même beaucoup moins de place pour circuler, c'était un petit peu le coin des oubliés, on va dire, et il faisait surtout très vite très chaud. Là, on passe sur le double mixte, alors qu'il y a comme inconvénient principal de plus être à Lyon pour le Lyon Beer Festival. En revanche, il est relativement bien situé à Villeurbanne, accessible en tram, avec des parkings à proximité. Alors attention, boire ou conduire, tout ça. Mais vraiment très cool. Et gros avantage, alors 2 gros avantages au double mixte par rapport à ce qu'on a connu avant avec la Sucrière. Premier avantage, un lieu de plein pied, une énorme salle rectangulaire avec quelques poteaux au milieu, mais il
n'y a pas de chichi, au moins on est tous sur un même niveau. Deuxième gros avantage, c'est vraiment un lieu qui est fait pour de l'exposition. Donc on peut rentrer avec sa camionnette, son camion, décharger, installer son stand, repartir. Là, je parle d'un point de vue professionnel. Et on évite l'anarchie qu'il y avait au double mixte avec tous les camions qui stationnaient à la sucrière, avec tous les camions stationnés en double fil devant. Un enfer. Donc là, de ce côté-là, le nouveau lieu était vraiment cool. Je pense qu'il était aussi plus grand et devait peut-être pouvoir accueillir plus de monde. Mais ça, j'ai pas de certitude. Maintenant, quelques défauts quand même dans ce nouveau lieu, ou en tout cas dans cette nouvelle édition. Je pense que c'est d'abord peut-être une question de manque de retour d'expérience des organisateurs. Première édition sur place, donc peut-être qu'ils vont pouvoir corriger ça sur les années suivantes. Mais je trouve que le plan de la salle, en tout cas d'installation des stands, était perfectible. On était vraiment sous forme de plusieurs allées, toutes dans le même sens. Donc on va dire que là, toutes les allées étaient verticales, puisque le lieu était rectangulaire. Et on doit avoir, je pense, 3 grosses allées centrales et après des allées sur les extrémités. Les 3 grosses allées centrales drivaient énormément de monde, évidemment. Ça circulait, il y avait beaucoup de beaux stands qui étaient à ces endroits-là aussi, donc forcément ça jouait pas mal dans l'affluence. À côté de ça, on avait aussi les allées des extrémités qui pour le coup n'étaient pas des allées avec des stands des deux côtés, mais qui étaient de part et d'autre de la salle face à des murs. Bon, un peu moins sympa du coup pour les brasseries installées là, parce que tu ne vois pas tes copains, tu fais face à un mur. Et souvent du coup des coins un peu oubliés. Malheureusement, alors après il y a des brasseries qui ont réussi à se faire voir avec des petites astuces, mais et on voyait que c'était pas les Popins, c'était pas les Morsluttles, c'était pas les Fauves ou les 90 BPM qui étaient face à un mur. Ce que je peux comprendre dans le sens organisateur de la chose, où on va essayer de placer les stands qui sont susceptibles d'attirer beaucoup plus de monde à un endroit où il y a de la place. Maintenant, peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de différent sur l'installation. Alors, pareil, encore une fois, j'émets des petites suggestions d'avis personnels, mais j'ai pas en connaissance toutes les restrictions, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient de sécurité, qu'elles soient aussi de place. Je sais pas quelle place prend un stand vraiment... si on prend en compte tout et ce qui pourrait être mis avec une autre configuration dans le même lieu. Mais par exemple, j'avais en tête une installation un peu à la food court à l'américaine, avec de nombreuses tables au centre et les stands disposés partout autour. Pour moi, cette installation, elle aurait 2 avantages. Le premier, c'est de donner une visibilité assez équivalente à toutes les brasseries. Et la deuxième, c'est d'avoir beaucoup de place au milieu, assises, des tables et ainsi de suite, pour dégager les allées, que les gens prennent leur galopin et ensuite aillent s'installer, boire un coup. Parce que là, le problème, et c'est le problème dans tous les festivals, je vais pas cracher ou taper sur Lyon là-dessus, c'est que le beer geek, le consommateur, il arrive, il prend son galopin, et en général, il reste dans l'allée, au milieu de l'allée à boire. Mais le problème, c'est quand on a 4000, 5000 personnes qui sont là à faire ça, ça circule plus, ça devient vite l'enfer. Voilà. Donc là, il y a mon point de vue. C'est un point de vue que j'ai de personnel et de professionnel de mon côté brasserie, puisque, comme je vous le disais, j'étais aussi exposant avec mon Hardy. Mais pour moi, voilà, les points à améliorer, même si le lieu était vraiment top, c'est comment améliorer la visibilité des brasseries qui sont peut-être un peu moins hype, parce que c'est des brasseries qui, forcément, ont besoin d'être mises en avant si elles veulent être connues, si elles veulent vendre sur place. Les brasseries qui sont hype, qui ont déjà une réputation, elles font venir les gens via leur nom, elles n'ont pas forcément besoin de l'emplacement pour ça. Alors je dis pas qu'il faut les mettre dans un coin non plus pour autant, mais tous les emplacements, tous les stands ont le même prix pour s'installer. C'est dommage qu'il y en ait qui aient moins de visibilité, surtout ceux qui en ont besoin et qui viennent pour ça. Dans les brasseries de ce type-là, alors malheureusement, comme j'étais aussi exposant, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour comme je le souhaitais, mais j'ai pu recroiser quelques brasseries, notamment des brasseries qui m'ont fait confiance sur la partie prestation influence Siroton le houblon, et j'ai croisé notamment les brasseurs de la Jonte, qui alors eux étaient vraiment au fond dans un coin, mais qui ont trouvé un petit stratagème pour se faire voir, surtout entendre. Ils avaient une espèce d'énorme appareil de fête foraine, je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, les choses où on a un énorme maillet, on vient taper sur
sur une sorte de petite catapulte pour faire monter un poids et taper dans une cloche. Ils avaient ramené ça sur leur stand et en gros, toutes les personnes qui prenaient un demi pouvaient jouer à la cloche et gagner quelque chose. Mine de rien, ça leur a attiré pas mal de monde, donc ça c'est bien. Après, le problème, c'est que si on est obligé d'en venir à ce genre de choses pour se faire voir quand on est un peu isolé, tout le monde va vouloir avoir son petit truc, et ça va vite devenir une foire et être encore plus incontrôlable en termes d'affluence, de regroupement. Mais très cool qu'ils aient fait ça, et donc très content de les avoir rencontrés, de les avoir rencontrés en physique, d'avoir échangé avec eux, d'avoir pu regoûter certaines bières et goûter d'autres bières, et qui confirment que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Pareil, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec la brasserie L'Instant, qui était à peu près dans le même coin, vraiment pas très très loin des brasseurs de la Jonte. Très bon produit aussi, des gens très sympas, donc c'était très cool. Maintenant, sur le peu que j'ai pu faire du salon, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi j'ai beaucoup aimé le coin où il y avait toutes les brasseries wild, parce que c'est un peu mon style, et ce que j'aime bien dans ces brasseries-là, c'est que, mine de rien, c'est des brasseries qui font quand même beaucoup... qui vendent pas mal à des bières geeks, qui ont un public assez particulier, un public parfois un peu snob, qui a le petit snobisme de se dire moi je peux boire de la Cantillon, je peux boire de la Monite, je peux boire de machin. Et en fait, ce qui est cool quand on arrive et qu'on voit ces brasseries-là, c'est qu'on voit que c'est que des gars ultra simples, sympathiques, ouverts d'esprit, et ils sont en fait quasiment à l'opposé de l'image de leur public. Alors je dis ça, c'est peut-être un peu méchant, mais des fois j'ai une opinion un peu péjorative des bières geeks très snob, que je trouve un peu pédant, un peu hautain. En fait, là, il y avait Ammonite, il y avait Spo, il y avait la Malpolon, il y avait la Pesée, il y avait la Montagnarde, tout ça qui était à peu près au même endroit. Et c'est que des gens ultra sympas et qui mettaient une super ambiance. Dans les autres stands que j'ai pu croiser, évidemment, il y a tous les grands classiques, tous ceux qu'on aime voir et revoir, même si, à force de les voir sur tous les salons, je vais plus forcément toujours boire leur bière. Mais typiquement, il y avait Popin, chez qui j'ai rien goûté, je crois. Il y avait 90 BPM, chez qui j'ai rien goûté non plus. Parce que je les connais, je les vois à tous les salons, tous les festivals. J'ai recroisé des copains de la Superbe, c'était une super ambiance, trop bien. Si, brasserie qui, maintenant, un peu en ballottage, feu brasserie même, c'est la brasserie Flore, que j'avais découvert l'année dernière, qui était top. Et entre-temps, on a appris la fermeture de la brasserie. Le fondateur de la brasserie, en fait, n'ayant gardé que la partie un peu wild, sauvage. Et à côté de ça, a ouvert un brewpub à Grenoble, mais là, il était là encore justement pour présenter quelques-unes de ses bières et de ses collaborations. Un gars adorable, des très bonnes bières, donc c'était très cool. Et après, j'ai été content de voir que Hopi Road était aussi parrain de l'événement. Alors, il était parrain de l'événement avec Mapinès, qui est une brasserie locale lyonnaise. Très content de voir Hopi Road, parce que pour moi, je donne un avis très très personnel. C'est clairement la meilleure brasserie française actuelle. Quand je dis meilleure brasserie française, je le dis parce que je trouve que c'est aussi la plus polyvalente. Je trouve que Hopi Road fait des excellentes bières houblonnées, fait des excellentes bières acides, fait des excellentes bières noires, et fait un excellent travail sur ces sauvages et wild. Alors on n'est pas sur des choses qui sont vieillies, 24 mois en barrique et assemblage de ceci, de cela, des fois ça leur arrive, mais souvent c'est de la wild un peu plus simple, mais accessible, toujours très bon, des bouteilles qui coûtent pas une fortune, 10-12 euros, tu vois. C'est vraiment simple, efficace, toujours très bon, puis c'est des gens adorables, donc... très content de les revoir là-bas avec un statut de parrain et vraiment, si vous n'êtes pas forcément vous n'avez pas forcément d'affinité, vous n'êtes pas encore très connaisseur de la brasserie Hopi Road, allez-y parce que franchement pour moi c'est dans les top françaises actuelles. Autre chose que j'ai beaucoup aimé sur le Lyon Beer Festival et qui sont depuis plusieurs années, c'est un outil qu'ils appellent Live Beer Feed. En gros, tous les exposants peuvent quelques jours avant le salon venir créer la liste des bières qu'ils vont avoir à déguster, que ce soit en pression ou en canette, rajouter un petit commentaire, des catégories et ainsi de suite. Et après, l'utilisateur, on va dire le festivalier, a accès à l'application, au site Live Beer Feed, peut voir toutes les bières, il peut les trier par brasserie, par style, par note and tap, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est top pour pouvoir préparer sa visite et ses dégustations. Par contre, ça reprend encore beaucoup, malheureusement, les dérives d'Untapped. On l'a vu avec... en plus, il y a un petit onglet statistique qui est assez marrant, qui dit quelle est la brasserie la plus populaire, la bière la mieux notée, la bière la plus populaire. Et alors, quand ils disent la mieux notée, ils ne prennent que les notes des check-in de l'événement. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas le background que peut avoir une brasserie ou une bière. C'est vraiment, là, les ressentis des gens qui sont présents et qui goûtent à l'événement. Bon, le problème, c'est que ça fait un petit effet boule de neige, où quand les gens ils disent que la meilleure bière, c'est l'Imperial Stout barriquée de chez Trissons, que tout le monde veut aller la boire...
bon, et qu'en fait, c'est très bon, mais c'est super sucré, c'est très américain en style, et tu occultes un peu d'autres bières. Il y a cet effet boule de neige, on l'a vu sur 90 BPM qui présentait ces wild, enfin ces saisons barriquées, où en fait c'était toujours la bière la mieux notée et la plus notée. Et en fait ça allait ça allait crescendo, ça allait même de manière exponentielle, plus elle était notée, et ainsi de suite. Mais outre cette dérive avec la partie stat, c'est vraiment un super outil pour pouvoir préparer son salon un peu en avance et ses dégustations. Que dire d'autre sur le Lyon Beer Festival, sur ce petit rétexte? Il y a un problème dans tous les festivals quasiment, et là franchement il faudrait s'y poser un peu plus sérieusement quand on a un festival de l'ampleur de Lyon, c'est les toilettes. On est sur un festival de la bière, les gars. Tout le monde boit de la bière, tout le monde boit un truc qui donne envie de pisser. Donc avoir des toilettes en quantité suffisante, et surtout des toilettes qui se bougent pas, ça serait quand même vachement bien. Et enfin, l'autre classique du festival sur lequel je voulais revenir, c'est les food trucks. Là, il y avait quand même une vaste sélection, parce que, bon, on va dire à la hauteur de l'ampleur de l'événement, puisque événement qui accueille quand même beaucoup de monde, il devait y avoir entre 8 et 10 food trucks différents, assez variés en style. Par contre, on a toujours le même problème des food trucks dans ces événements-là, c'est que c'est toujours chouette, c'est quali, mais c'est toujours trop cher, c'est toujours des doses qui sont vraiment un petit peu limitantes. On est dans un festival où on aimerait quand même manger à sa faim et éponger un peu. Ça serait bien qu'il y ait des efforts de fait ou qu'il y ait au moins des alternatives pas chères. Voilà. Bref, mon retour du Lyon Beer Festival, qui est quand même, j'ai envie de vous dire, ultra positif. C'est si ce n'est pour moi le meilleur festival de France, en tout cas à cette échelle-là. Un festival qui invite de tout style de brasserie. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Là, il y avait, en plus avec les brasseries locales, on avait des brasseries un peu plus accessibles. C'est-à-dire que c'est un festival qui va correspondre évidemment énormément au beer geek, parce qu'on a beaucoup de brasseries très hype, mais qui peut aussi plaire aux consommateurs de bière un peu plus néophytes qui veut découvrir des choses. Et il va retrouver des brasseries qui auront la blonde, la triple et l'ambrée, mais très bien faites. Et à côté, ils vont retrouver une brasserie qui va faire des grosses wild ale. Donc ça, c'est vraiment cool de ce côté-là. Je pense que c'est un festival qui vaut le déplacement pour ceux qui l'ont jamais fait et qui veulent faire un festival dans l'année. Après, voilà. Je sais plus quoi vous dire. Vraiment, c'était juste histoire de vous faire cet épisode bonus. On revient de Lyon, c'était sympa, je voulais en parler un petit peu. Si. J'ai oublié de les citer dans mes coups de cœur. Mais évidemment, une brasserie que vous connaissez puisque vous êtes des auditeurs acharnés du podcast et que vous avez écouté tous les rencontres avec. Mais c'est tellement un plaisir à chaque fois que je vais en salon de recroiser Art is a Nail. Parce que recroiser Mathieu et Katie, c'est toujours un plaisir. Ils sont adorables. Ils sont vraiment super gentils et ils ont toujours des bières incroyables. Là, leur dernière série est top. J'avais fait la dégustation d'ailleurs sur mon compte Insta de la Cold IPA qui était incroyable. Mais il y avait aussi, et je me suis rincé avec ça tout le week-end, une Rice Lager au piment jalapenos qui est vraiment une tuerie. Je vais quasiment jamais noter des trucs sur Untappd. Là, j'ai mis 5 étoiles, meilleure bière du festival. Bref, bon, avis un peu biaisé parce que, évidemment, j'ai pas tout goûté et que il y a le côté, c'est des gens que j'aime beaucoup, donc forcément, ça aide. Mais, ouais, brasserie qui clairement mérite de monter en notoriété en France. Ils sont pas forcément, eux, la volonté d'aller chercher une expansion ultranationale. Ils vendent très bien autour de chez eux, mais si vous avez l'occasion d'en trouver et d'en goûter, c'est top. Et j'ai pu regoûter encore une fois la Artist Proof, qui est leur White Stout. C'est juste tellement bien fait. C'est le meilleur White Stout que j'ai bu. Voilà, donc vraiment une brasserie qui mérite à se faire connaître. Et voilà, et à côté, toujours content sur ce festival de retrouver des belles brasseries, on va dire nationales, mais pas toujours vues et revues de partout, comme O'Clock, comme Cambier, comme... Oui, voilà, O'Clock, Cambier... Voilà, c'est des brasseries qui sont pas les vues et revues qu'on voit tout le temps, partout. Il y avait Nautil, il y avait Aérofab, qu'on voit quand même un peu partout, quand même, un peu plus. Mais il y avait de quoi faire. La Muette, que j'aime beaucoup aussi. Donc il y avait plein de monde. Il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait Iron, toujours plaisir de revoir David. En plus, David était là, incroyable. Et voilà, que vous dire de plus? Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, évidemment. Laissez une note, une 5 étoiles, comme je disais tout à l'heure. Si vous aimez la bonne bière et que vous avez l'occasion d'y aller, on se retrouvera probablement l'année prochaine au Lyon Beer Festival. Et voilà, en attendant, on se retrouve, je l'espère, très très rapidement
pour le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode du mois de juin. Allez, ciao. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles.